On est parti dans le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 24 juin, il y avait la conférence Microsoft dont je parlerai très succinctement parce que en vrai, voilà, pas de révolution chez Microsoft sur cette nouvelle version de Windows. Ça aurait pu être une mise à jour plus que plus nouvelle version de système d'exploitation, hein. Vraiment, on n'est pas dans une rupture. On parlera, du coup, vu qu'on ne parle pas trop de Windows, on parlera rapidement de la Pi Games Week. C'est officiel, pas d'édition 2021. On parlera aussi des plateformes de streaming qui vont devoir, peut-être, c'est pas sûr, donner de l'argent au cinéma français, mais peut-être donner beaucoup d'argent, s'ils le souhaitent. Attention, s'ils le souhaitent. On parlera aussi d'une petite souris de chez MSI. Vous savez, MSI, marque que j'adore. Donc, bien sûr, tout ce que je dirais sur MSI sera à prendre avec des pincettes, bien sûr. On aura un petit passage sur les boîtiers avec un boîtier juste what the fuck et un prix pour un boîtier qu'on a déjà présenté. Donc ça, c'est pas mal. Petit passage aussi sur les SSD avec aujourd'hui Seagate et Team Group qui nous présentent ces nouveaux SSD PCI Express 4.0, donc des débits de fou. Un prix aussi un peu salé, hein, forcément, sur la dernière technologie de SSD. Mais les débits vont avec, donc ça va. On aura un passage sur les écrans, mais avant les écrans, on aura des lunettes écran de chez TCL. Honnêtement, ça fait très envie, hein, ces lunettes. Il y a un truc, il y a un truc. Et du coup, après, les écrans, rien de bien formidable aujourd'hui en écran, mais des petits points qui nous font revenir sur des écrans qu'on a présentés hier, notamment le Philips. Et on finira comme d'habitude avec les cartes graphiques avec pas mal d'actualités. Aujourd'hui, déjà, Dota 2 qui est compatible FSR, donc Fidelity FX Super Résolution, le DLSS sauce AMD, assez intéressant. Et après, petite news sur les cartes AMD qu'on attend encore et toujours, hein. D'ailleurs, chez Nvidia, on en attend aussi encore et toujours, hein, les cartes les plus accessibles. On a marre de voir des cartes chères. Petite news aussi sur des cartes dédiées au mining. MSI qui nous présente ses CMP 50HX. Pourquoi pas? Malheureusement, pas de date, pas de prix. Ça, c'est un peu dommage. Et on finira avec carte Nvidia, du mieux, pas dans toutes les gammes, mais du mieux sur les cartes Nvidia dernière génération. Et le prix et les stocks de cartes graphiques en ce jour. Pas de grande révolution, mais des prix qui diminuent très très lentement, mais vraiment très très lentement. C'est toujours mieux que avant où ça augmentait et pas très lentement du tout. Vraiment pas du tout. Avant de passer à la Pi Games Week, petit retour très rapide sur la conférence Windows qui a eu lieu à 17h, un truc comme ça. Honnêtement, pas de grande révolution dans ce Windows 11. Les points principaux à retenir pour moi en tout cas, c'est pas grand chose. En vrai, il y a une refonte visuelle, bien sûr. Ça, on l'a vu un milliard de fois avant la conférence de Microsoft, malheureusement. On a aussi une nouvelle gestion un peu des fenêtres. Ça, c'est plutôt intéressant. La compatibilité possible avec certaines applications mobiles Android. Ça aussi, c'est plutôt intéressant après à voir la réalité de la chose. Est-ce qu'on aura 5 applications ou accès à tout le store avec du coup toutes les applications? On ne sait pas trop encore. Dernier point assez important de cette conférence, l'intégration bien sûr de Teams, on en avait parlé à la place de Skype. L'intégration aussi du Xbox Game Pass nativement sur Windows, oui. Et le petit point sur le store où visiblement plus de commission sur les achats in-app sur le Windows Store.
Ça, c'est un peu à contre-mouvement de la concurrence, hein. Apple qui est en procès d'ailleurs par rapport à ça, on en a parlé hier, ou même Google, hein, qui tous prennent des petites commissions de l'ordre de 30%, hein, quand même, sur les achats in-app. Windows a décidé de laisser tout l'argent aux développeurs et c'est plutôt intéressant. Après, à voir comment ça se traduira dans la réalité. Est-ce que les gens viendront vraiment plus acheter sur le Windows Store? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, honnêtement, pas une conférence ultra passionnante, plus une mise à jour qu'une nouvelle version d'OS. Et je m'attendais à un peu plus, un peu mieux. Après, on ne peut pas non plus révolutionner Windows, hein. Le but, c'est de ne pas perdre tous les utilisateurs non plus. Dernier point que j'ai oublié de soulever, ce sera gratuit. En tout cas, passer de Windows 10 à Windows 11 sera gratuit. On nous avait dit que normalement Windows 7 et Windows 8 aussi. On n'a pas encore les infos officielles, mais normalement ça devrait. Après, peut-être des petites restrictions, on connaît, hein. Parfois, on a une durée limitée pour faire la transition. On espère que ce ne sera pas le cas ici. On commence du coup avec la Paris Games Week qui annonce officiellement qu'il n'y aura pas d'édition 2021. Le salon reviendra en 2022. Ils ont clairement attendu le dernier moment. Vraiment, hein, on est sur des deadlines pour annoncer qu'il n'y aura pas d'édition cette année. C'est pas vraiment surprenant, hein. Pandémie et Covid oblige, mais toujours un peu triste, hein, la Paris Games Week, même si plein de gens n'aiment pas ça, notamment les stars créateurs de contenu. Voilà, c'est peut-être pas le salon qu'ils préfèrent, il y a beaucoup de gens, ça peut être un peu compliqué. Ça n'empêche que c'est quand même un des gros, voire le plus gros salon français. Je ne veux pas trop dire de bêtises, mais c'est peut-être le plus gros salon français. Et du coup, bah, ça fait un peu rayonner le jeu vidéo en France. Et du coup, ça apporte quand même du bon. Je sens qu'on doit encore et toujours se battre pour faire comprendre aux gens que le jeu vidéo n'est pas néfaste, qu'il peut apporter beaucoup de bien et beaucoup de bonnes choses. Après, comme toute chose, avec modération, bien sûr, l'abus de toute chose est néfaste pour la santé, toute chose, hein. Même les trucs qui peuvent sembler très bons. Donc voilà, un peu triste, mais on s'y attendait, et vu le temps qu'ils ont mis pour annoncer qu'il n'y aurait pas d'édition cette année, j'imagine qu'ils ont repoussé au dernier moment en essayant de quand même essayer de magouiller un peu pour faire cette édition, mais ça ne passe pas. Tant pis, ce sera l'année prochaine, et encore une année sans Paris Games Week. Forcément un peu dommage pour nous, les Français. On continue, on va parler Netflix, Disney+, et Prime Video avec ce magnifique titre un peu putaclic, hein, vont verser des millions au cinéma français. On adore ces titres. Alors, oui et non. Des petits points à ajouter tout de même. Ils pourraient verser à partir du 1er juillet entre 20 et 25% du chiffre d'affaires sur le territoire français. Là aussi, c'est pas trop précisé, hein, on cale juste du chiffre d'affaires des géants de la SVOD sur le territoire français. Ah, c'est à remettre dans le contexte tout de même, parce qu'entre le chiffre d'affaires de Netflix ou Disney+ dans le monde et juste en France, il y a des gros écarts tout de même. Et c'est pas gratos. C'est pas ils arrivent et paf, ils lâchent des millions pour le fun au cinéma français. Non, non, c'est pas aussi simple que ça. En réalité, ils peuvent verser ces sommes, donc entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires sur le territoire français au cinéma français, pour pouvoir, attention, il y a une contrepartie, pour pouvoir un peu briser la chronologie des médias qui, à l'heure actuelle, impose des délais entre la parution au cinéma et la disponibilité sur une plateforme de SVOD ou la diffusion à la télé, que ce soit sur des chaînes en clair, donc la TNT, ou même des chaînes payantes. Donc le but de cette nouvelle loi, parce que ça vient avec une nouvelle loi, c'est de permettre à ces plateformes de du coup réduire ce délai imposé qui est
qui est très long, hein. On est de l'ordre de 36 mois, un truc comme ça, entre le moment où ça sort au cinéma et le moment où vous avez le droit de le diffuser. Donc très long. Euh, et du coup, réduire à des délais plus courts, du genre entre 6 et 12 mois d'attente entre le moment où on a la sortie cinéma et la disponibilité sur une plateforme. En échange, il faut verser de l'argent, au cinéma français. Et en vrai, je trouve que c'est plutôt un bon truc. Ça permet d'un côté de financer, on sait que les plateformes de SVOD font beaucoup d'argent, on le sait, donc ça permettrait de financer le cinéma français grâce à la recette de ces plateformes de SVOD. Et en plus, nous, utilisateurs, ça nous permettrait d'avoir accès à du contenu sans attendre forcément les 36 mois imposés par la chronologie des médias. 36 mois, c'est quand même plutôt long, hein, Non, c'est peut-être pas toujours 36 mois, j'abuse un peu, mais dans tous les cas, c'est long. Et là, du coup, on pourrait peut-être réduire un peu ces délais et permettre d'avoir accès plus rapidement à du contenu récent, neuf, qui ne date pas d'il y a 5 ans. Donc, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que c'est un bon échange de procédés et qu'au final, tout le monde devrait y trouver son compte, que ça soit du coup l'État français qui met en place cette loi pour favoriser le cinéma français, mais aussi les plateformes qui du coup étaient vachement limitées en France par cette chronologie des médias. C'est plutôt un bon truc après à voir. Encore une fois, on laisse le choix aux plateformes. S'ils ne veulent pas adhérer à ce truc et pas donner entre 20 et 25% de leurs revenus sur le territoire français pour financer le cinéma français, et bah ils seront toujours avec les mêmes règles de chronologie des médias. Donc on leur laisse aussi le choix, et ça c'est bien. S'ils ne veulent pas, ils ont le droit. Et dans ces cas-là, et bah, ils restent avec ce délai imposé qui est toujours et encore très long. Le seul peut-être qui est un peu mécontent de cette décision, c'est quelqu'un qui a une place un peu à part en France, c'est Canal+. Canal+, qui avait, je sais pas trop comment, mais avait un peu un passe-droit par rapport à cette chronologie des médias. Canal+, qui aussi finance beaucoup le cinéma, hein, participe au financement du cinéma en France, au cinéma, les séries, enfin tout le contenu audiovisuel. Donc j'imagine que c'était un peu ça leur deal en échange d'une participation dans plein de films et séries, ils avaient le droit d'avoir un délai un peu plus court sur la chronologie des médias. Et du coup, bah là, j'imagine qu'ils sont un peu moins heureux vu que c'est plus les seuls à être dans ce cas-là. D'un autre côté, Canal n'est pas forcément le truc le plus accessible du monde, c'est quand même un service qui coûte cher et beaucoup plus de gens sont abonnés Netflix ou Disney ⁇ ou Prime Video que Canal aujourd'hui. Donc voilà, hein, ça permet quand même à une majorité de gens de bénéficier de ces contenus. Encore une fois, on verra, les plateformes ont le choix et on verra quel choix ils font. C'est à partir du 1er juillet. Mais le truc de la chronologie des médias en France, c'est quand même très limitant et un peu problématique. Donc c'est bien de trouver des solutions alternatives voilà, qui plaisent à tout le monde. Même le cinéma va y gagner parce qu'ils vont avoir du coup plus d'argent. Et l'argent, c'est important pour faire des films. On passe à une souris, attention disclaimer, je vais parler de MSI et je perds toute objectivité quand je parle de MSI parce que c'est une de mes marques de cœur. Mais tout de même, on est sur un bon matériel. Ici, une souris, mais si pas les plus grands constructeurs de souris, hein, mais ici on a un truc plutôt cool. On a une souris sans fil, plutôt légère, à un prix correct. On est à 79 €. Ça reste correct, on est sur du haut de gamme de souris, hein, total, ça coche toutes les cases pour du gaming compétitif qui est voilà le plus exigeant, Donc si ça coche tout pour le gaming compétitif, ça coche tout pour tout. Donc let's go. Euh, En plus, l'avantage c'est qu'on a un format qui est symétrique, donc ambidextre, et ça on aime aussi que vous utilisiez votre souris de la main gauche ou de la main droite. Elle vous ira parfaitement, et ça c'est pas mal. Petit point aussi à son avantage, c'est cette petite station de recharge qu'on voit ici, et oui, qui est fournie, et ça c'est pas mal aussi, du coup.
parce que vous avez juste à poser votre souris sur la station de recharge après son utilisation pour être sûr de ne pas avoir de problème de batterie. Notez tout de même que si vous oubliez, si vous êtes un peu tête en l'air, ce qui peut arriver, et que vous vous retrouvez à plat en termes de batterie, vous avez toujours la possibilité de brancher un câble pour l'utiliser du coup en filaire, vu que vous n'avez pas de batterie. C'est la solution alternative, même si voilà, on n'est pas, c'est pas spécialement fait pour. On est sur un câble moyen, assez pas très flexible, donc ça c'est un peu dommage, et un connecteur micro USB, donc pareil, on aurait aimé quand même voir de l'USB-C qui est maintenant devenu un peu la norme dans les petits connecteurs. Mais on est à seulement 79 € pour une souris sans fil qui est en plus plutôt légère. Alors j'ai le poids 74 grammes pour cette souris sans fil. Forcément on a une batterie dedans, donc on est un peu plus lourd que la version filaire qui pèse seulement 65 grammes. On est quand même dans un poids léger, et pas dans les plus légères des souris hein, forcément, mais on est dans un poids léger à 79 € avec sa petite station de recharge. Très bonne finition, la qualité MSI au rendez-vous. Franchement, moi je valide 100% cette souris. Par contre, je reste team souris filaire de mon côté. J'avoue que le fil ne me dérange pas et la peur de ne plus avoir de batterie m'angoisse. Donc je reste team souris filaire. Mais si vous êtes team souris sans fil, ça peut être la souris faite pour vous. On est en termes de design sur quelque chose d'assez sobre, assez simple, tout dans l'arrondi, pas de design agressif, et par contre la qualité au rendez-vous, la qualité de finition aussi, des matériaux pas low cost, hein. On est sur un vrai bon matériel segment haut de gamme, mais tout de même le début du segment haut de gamme. Assez peu de points noirs sur cette souris, à part peut-être le câble pour brancher directement sur la souris qui est pas fou, et le connecteur de ce câble qui est du micro USB et non pas de l'USB-C. Honnêtement, vraiment, si j'avais pas changé ma souris il y a pas si longtemps, ça aurait pu m'intéresser. Encore une fois, peut-être plus la version filaire que la version sans fil. Toujours l'angoisse de la souris qui n'a plus de batterie en pleine partie de jeux vidéo. Quelle horreur. Mais une très bonne souris, allez-y. Puis Messi, c'est fou quand même comme marque. Vraiment, moi, Messi, j'adore. On continue avec du boîtier, ce premier boîtier qui est honnêtement juste what the fuck, quoi, pourquoi, comment, je ne sais pas. On est chez Inwin et on est sur un boîtier qu'on connaît déjà, le 309, mais en gaming edition, avec du RGB directement sur la façade, regardez, incroyable du RGB. Et ce n'est pas là que pour la déco, presque, mais pas que. On a la possibilité de jouer sur la façade de votre boîtier, incroyable. Ça sert à quoi? Absolument à rien, mais c'est marrant et insolite, donc il fallait en parler. Donc 3 petits jeux qui sont inclus dans le boîtier. Et oui, ces jeux qui, voilà, ils ont donné ça comme nom au jeu. Je ne reconnais pas tout, mais quand on nous présente, on a aussi une petite manette, on reviendra dessus. Quand on nous présente le visuel des jeux, on voit qu'il y a un Tetris. Et les autres jeux, je ne sais pas, des jeux très basiques, hein, forcément. Tant on a juste des carrés de couleurs, donc compliqué de faire tourner Cyberpunk sur la façade de votre boîtier. Mais voilà, hein, c'est quand même assez marrant. En plus, vous avez une petite manette rétro qui accompagne ce boîtier, et ça, c'est plutôt fun. En vrai, l'idée est fun, l'utilité est nulle. En vrai, réellement, hein, personne n'a envie de jouer sur la façade de son boîtier. Mais on sait jamais, si vous avez un ami qui vous regarde tout le temps jouer sur votre PC, et bah, vous pouvez lui passer la manette et lui dire allez, c'est à toi, mais tu joues sur la façade du boîtier et pas sur l'écran. Dommage pour toi. Non, en vrai, il n'y a pas grand intérêt, mais c'est marrant. Et en plus, par contre, on a quand même un vrai boîtier hein, qui est fourni, un vrai boîtier totalement
totalement compatible avec le matériel d'aujourd'hui. On a même, vous voyez, ces ventilateurs ARGB de fournis, 4 ventilateurs qu'on voit ici. Donc voilà, ça sert à rien, mais c'est marrant. C'est honnêtement marrant et assez atypique pour qu'on en parle. On n'a pas le prix, enfin je ne crois pas. Pas de prix, dommage. J'aurais aimé avoir un prix pour savoir si ça vaut cher ou pas. En tout cas, c'est fort atypique et pour une fois, ça change des boîtiers classiques, mais ça ne sert à rien. Soyons d'accord là-dessus, ça ne sert absolument à rien, mais c'est stylé. Ce qui est le plus stylé en informatique, c'est ce qui sert à rien, bien sûr. On continue avec un autre boîtier, un boîtier qu'on a déjà présenté plus tôt dans la semaine, ce fameux boîtier Ziginal ZC03M. Alors, on est sur un boîtier, déjà on adore parce qu'ils arrivent et ils nous donnent une vue éclatée. Moi j'adore les vues éclatées, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça me donne des frissons, j'adore, je trouve ça incroyable. Donc, déjà, ils nous régalent. Après, on voit quand même qu'on est sur un boîtier micro ATX, donc plutôt petit. On est sur un boîtier semi-open, donc on voit qu'on a plein de trous un peu partout dans le boîtier, on n'est pas du tout sur un boîtier fermé. Et comme souvent, et ça c'est un peu le paradoxe du truc, plus il y a de trous dans votre boîtier, plus vous le paierez cher. Bizarre, hein, mais pourtant il y a moins de matière, mais ça coûte plus cher. Celui-là ne déroge pas à la règle, il coûte plutôt cher pour ce petit boîtier micro ATX. Il coûte 150 €, il est déjà disponible en stock par exemple chez LDLC pour 149,89 € très exactement. J'aime beaucoup le design. Honnêtement, j'aime aussi beaucoup le choix de couleurs. Je trouve que c'est assez rafraîchissant. Là, on a quand même l'habitude d'avoir des boîtiers, voilà, en général unicolores, souvent noirs, avec de la façade mèche très classique. Là, on est sur un truc un peu plus différent, un truc qui ressemble un peu à un jouet. Et en voyant ça, j'ai quand même très envie de voir une config avec le matériel de Asus en collab avec Gundam. Là-dedans, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Ça ferait une config plutôt très chère, hein, forcément. Mais en réalité, j'aime beaucoup le coloris, le design. C'est assez classique, on est sur une petite boîte, juste on a des trous un peu partout pour du coup avoir un flux d'air au top. À voir. C'est un peu cher, c'est atypique, mais j'aime beaucoup le coloris. Vraiment, j'aime beaucoup le coloris. Et ça fait un petit peu, ça peut faire un petit peu jouet comme ça. Alors, ça ne l'est pas du tout, on est sur des matériaux nobles, du verre trempé, tout ça. Mais de l'extérieur, ça fait un petit peu jouet. Et je trouve ça aussi marrant de jouer sur cet aspect jouet, alors que au final pas du tout, on est quand même sur un boîtier à 150 € tout de même. Et vraiment, si quelqu'un a la chance de faire une config avec le matériel Gundam à l'intérieur, ça ravirait mes yeux et je serais plus heureux des hommes. C'est faux, mais ça me ferait très plaisir. On continue avec du SSD dernière génération, du SSD PCI Express 4.0 et on commence avec Seagate qui nous annonce ses FireCuda 530, disponible en plusieurs versions, plusieurs tailles de stockage. On part de 500 Go et on va jusqu'à 4 Tera. Bien sûr, on a 1 Tera, 2 Tera et on finit avec 4 Tera avec des débits. Voilà, vraiment, on est sur le haut du panier du PCI Express 4.0. On a des débits de 7000 à 7300 ms selon la capacité en lecture. Et en écriture, 3000 pour le 500 Go, 6000 quand on passe à 1 Tera. Là, on a un vrai gain de débit quand on passe sur du 1 Tera. Et encore un peu plus, 6900 pour les 2 et 4 Tera. Voilà, on est sur le top. Vraiment, on est sur ce qui se fait presque de mieux en termes de débit sur du PCI Express 4.0. En plus, on est chez Seagate, donc on sait que ce sera qualitatif, pas trop de problèmes là-dessus. Au niveau des prix,
Forcément, on est sur du Seagate, PCI Express 4.0, des débits de ouf. Donc on est aussi sur des prix assez élevés. 139 $ pour le 500 Go, ce qui n'est pas si cher que ça. Attention, c'est en dollars, donc c'est hors taxe. 239 $ pour le 1 Tera, 489 $ pour le 2 Tera et 949 pour le 4 Tera. A noter aussi qu'on peut avoir une autre petite version avec un radiateur brandé EK qui sont du coup un peu plus chers, 159, 259, 539 et 999 pour ces versions avec le radiateur EK qu'on voit ici, avec le petit logo EK qu'on adore. Donc voilà, si vous cherchez du grand stockage, des débits insane et que vous n'avez pas de problème de budget, ça peut vous intéresser. À noter tout de même qu'il faut la compatibilité PCI Express 4.0 si vous voulez bénéficier de ces débits qui sont pour le coup quand même très élevés. On arrive tout de même à 7000 émo secondes en lecture et jusqu'à 6900 émo secondes en écriture pour les modèles 2 et 4 Tera. En termes de débit, c'est quand même assez insane. Autre SSD PCI Express 4.0, on passe chez Team Group avec les TeForce Cardea Z44Q. Ici, on n'a que deux modèles, 2 Tera ou 4 Tera. On ne va pas aller chercher les modèles accessibles pour le commun des mortels. On va uniquement chercher les modèles haut de gamme, plus pour les pros, hein, honnêtement. 2 ou 4 Tera sur ces SSD, pour la plupart des gens, ça ne sert à rien. Peu de gens ont cette utilité. Par contre, des pros, professionnels de l'image, tout ça, peuvent avoir besoin de gros espaces de stockage avec des débits très importants pour manipuler des gros fichiers. Voilà. Ici, du coup, deux modèles, 2 et 4 Tera, deux modèles qui sont fournis avec deux radiateurs à chaque fois, pas contrairement à Seagate qui, eux, font un modèle sans radiateur et un modèle plus cher avec un radiateur EK. Ici, on a deux bases, deux radiateurs. On reconnaît ici le plus gros des radiateurs qui est un radiateur en aluminium qui est du coup beaucoup plus épais. Ici, on a un radiateur en graphène, donc beaucoup plus fin. À noter tout de même que normalement, le radiateur en aluminium est un peu plus performant, mais beaucoup plus épais, hein, vraiment beaucoup plus épais, vu qu'on est à 3,7 mm de hauteur avec le radiateur en graphène et 12,9 mm avec le radiateur en aluminium, donc en termes de hauteur, rien à voir. En termes de prix, on est moins cher que chez Seagate, mais en termes de débit, on est aussi moins performant, donc des débits qui vont en lecture à 5000 émosecondes et en écriture à 3700 ou 4000 suivant si vous avez le SSD 2 Tera ou 4 Tera. Ça reste des très bons débits, hein. Honnêtement, ce genre de débit est déjà largement suffisant pour la plupart des gens et forcément un peu moins performant en termes de débit. Ça se ressent aussi dans le prix. On est à 350 $ sur le modèle 2 Tera et 690 $ sur le modèle 4 Tera. Comparé, le modèle 4 Tera chez Seagate coûte 949 $ ou 999 avec le radiateur EK, alors qu'ici 690 avec deux radiateurs fournis. C'est plutôt intéressant. Et en vrai, en termes de débit, ça suffira à la plupart des gens. Aller chercher les 7000 émo en lecture. Voilà, ça va plus vite, certes, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas tout le monde, clairement pas tout le monde. Et bon, on est déjà sur des prix quand même plutôt salés, hein, 690 $ pour un support de stockage, un seul. Un PC n'est pas constitué seulement d'un support de stockage, donc forcément ça viendra se loger dans des configs qui ont des prix plutôt très élevés. Mais ça reste intéressant et on en voit de plus en plus des SSD PCI Express 4.0 du coup avec des débits qui sont au minimum autour des 4000 émosecondes et qui du coup pour les plus performants vont jusqu'à 7000, ce qui est effectivement mieux que les SSD PCI Express 3.0 qui eux
voilà, sont plus sur les plus performants, aux alentours des 3000 plutôt. On continue avant de passer aux écrans, on va voir ces lunettes qui me vendent vraiment du rêve, des lunettes présentées par TCL lors du MWC 2021, le MWC qui est le salon du mobile qui a lieu à Barcelone tous les ans. Et là, la promesse est assez ouf. On nous promet avec ces lunettes de voir un écran de 140 pouces, 16 neuvième, devant vos yeux, grâce au verre des lunettes, ce qui paraît quand même assez incroyable. En plus de ça, on a calé des petits écouteurs dans les branches, comme ça vous pouvez même avoir un retour son. Et en gros, le principe est d'afficher l'écran de votre smartphone ou de votre PC grâce à ces lunettes, et en vous donnant l'impression de voir un écran qui est du coup à distance de vous grâce à ces lunettes. Il faut tester, clairement il faut tester, mais la promesse est quand même assez folle. Ça nous fait quand même un écran personnel grande taille que les autres ne voient pas en plus, donc avec un souci de discrétion. Imaginez-vous dans le bus à jouer à votre jeu favori avec une manette et en ayant l'impression d'avoir un écran de 140 pouces. C'est quand même assez fou. Ou même dans une salle d'attente, la meilleure vie. Après, en termes de prix, on est quand même assez élevé. Et puis on est sur quelque chose qui est au tout début, hein. Là, on est sur une présentation. Je ne sais même pas si on peut les acheter. On est sur un prix annoncé de 600 € ou dollars, je ne sais plus. 599 € avec une sortie normalement en juillet, mais pour l'Australie. Donc on ne sait pas s'il y aura d'autres personnes que l'Australie qui auront le droit d'acheter ces lunettes. Ces lunettes qui sont quand même assez folles. Imaginez avoir votre propre écran, grande taille, comme si vous aviez une télé personnelle n'importe où, que personne d'autre ne voit à part vous, et aussi dans un souci de discrétion. Voilà, personne ne peut voir votre écran, même s'il se trouve derrière vous. On connaît hein, les gens horribles qui regardent votre écran de téléphone alors que vous n'avez rien demandé. Et bien là, ce n'est pas possible. Le seul moyen de voir votre écran, c'est de mettre les lunettes. Petit point aussi supplémentaire, on a la possibilité de regarder au-dessus ou en dessous des lunettes pour apercevoir le vrai monde. Donc vous n'êtes pas totalement isolé, heureusement. Ça pourrait être un peu problématique. Mais en vrai, je trouve que c'est plutôt très prometteur. Un prix qui est correct, tout de même. Après, étonnant qu'on nous donne un prix en euros en nous disant que ça sort uniquement en Australie, tout de même. Mais je trouve ça assez sympa, assez innovant. Encore une fois, faut tester et voir si en réalité ça marche bien, si on n'a pas de problème avec l'éclairage, tout ça. Mais si ça marche bien, la promesse est assez énorme. Et ça donne très envie d'essayer. En plus, on nous promet une compatibilité 3D, ça c'est un peu moins à la mode en ce moment, mais aussi 4K. Donc assez peu de compromis. Il manquerait plus qu'on puisse avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le gaming est à nous, n'importe où. Ce serait assez fou. J'ai vraiment beaucoup aimé cet appareil et j'aimerais bien voir s'il débarque un jour. 599 €, c'est cher, mais un écran de 140 pouces, c'est aussi cher, donc pourquoi pas. Après, un écran de 140 pouces, vous pouvez être plusieurs à le regarder. Ici, ce n'est pas possible. On continue avec des écrans et Xbox ou Microsoft. Voyez-le comme vous voulez. Hein. Xbox, qui est de toute façon une branche de Microsoft, annonce des moniteurs certifiés et compatibles pour les dernières Xbox, avec du coup un petit label Designed for Xbox et les premiers moniteurs qui sont brandés du coup Design for Xbox. Et ce qui est assez marrant, c'est pas la première fois que les constructeurs de consoles font des moniteurs qui sont brandés compatibles ou designés pour, que ça soit Microsoft ou Sony, hein, les deux l'ont fait. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup on nous présente des écrans qu'on a déjà vus. Alors par exemple ici le Asus
Strix Xbox Edition, 43 pouces, 4K, UHD. 4K et UHD, c'est presque la même chose. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils mettent 4K UHD. Bref. Temps de réponse de 1 milliseconde. Et bien sûr, l'AMD FreeSync Premium Pro. On doit probablement avoir aussi au moins les 120 images par seconde. On imagine tout de même. Parce qu'il faut au moins ça pour être designed for Xbox. Celui-là, on l'avait déjà vu, mais surtout celui-là dont on en a parlé hier, le Philips Refresh, format 55 pouces, qui du coup, sa version Refresh, on passe de 120 à 144 Hz. D'ailleurs, c'est pas marqué ici, on garde les 120 Hz, mais en vrai, la version Refresh, le 559, il est à 144 Hz, le 558 est seulement à 120. Et on en a parlé hier, du coup, sans nous annoncer qu'il serait design for Xbox. Assez étrange, même si il cochait toutes les cases. En vrai, il suffit de cocher toutes les cases pour être design for Xbox, avoir de l'UHD, avoir au moins 120 images à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et aussi, assez important, le FreeSync pour être compatible avec les composants AMD présents dans les dernières consoles, et l'HDMI 2.1 pour bénéficier du meilleur débit pour afficher sur votre télé ou votre écran. Donc c'est pas si dur que ça de cocher toutes les cases, et de plus en plus de moniteurs ou de télé le font. C'est assez intéressant. Le dernier qu'on nous parle, et celui-là c'est le plus probablement le plus accessible, on baisse en taille, on commence par un 43 pouces chez Asus, on passe à 55 chez Philips, et on finit chez Acer avec un 28 pouces. Ici aussi Xbox Edition. Encore une fois, on retrouve 4K, 120 Hz, HDMI 2.1. Voilà, un truc classique pour être design for Xbox ou compatible avec les consoles dernière génération. On a aussi du display HDR 400, on a bien sûr le FreeSync. Voilà, du très classique. Pas de prix, mais celui-là devrait être le plus accessible parce que le plus petit, aussi simple que ça. Là où, effectivement, le Philips 55 pouces va coûter cher. Il est annoncé à 1400 € et on n'a pas le prix du Asus qui peut-être, attention, Asus parfois c'est cher, il peut-être être plus cher, ça arrive, que le Philips qui est pourtant plus grand. Ça peut être possible. C'est qu'Asus, surtout dans sa gamme ROG, a parfois des prix un peu salés. On finit les écrans avec LG qui nous annonce qu'il est devenu un très grand classique des moniteurs de 2021, avec un écran QHD, donc 1440p, avec un bon taux de rafraîchissement ici, 165 Hz. On a le G-Sync compatible validé par Nvidia et on est sur du 27 pouces. Honnêtement, cette année, c'est ce qu'on a vu le plus débarquer en tant que moniteur PC. Attention, moniteur PC. On est sur du QHD pour être sans compromis et sans avoir besoin d'avoir une machine à 5000 € pour afficher de la 4K. Parce que la 4K, c'est encore et toujours très compliqué à afficher en jeu sans avoir une config très très haut de gamme. Le taux de rafraîchissement élevé, 144 Hz ou plus. Ici, on est sur du 144 Hz overclocké à 165 pour avoir aussi la compatibilité gaming compétitif où on veut quand même une expérience ultra fluide pour ne rien louper et être au maximum de nos performances. Donc vraiment, vraiment grand classique. Qualité d'écran LG, hein, plus besoin de présenter les écrans LG qui est quand même un grand nom en termes d'écran, encore plus en termes d'écran télé et de dalle OLED, hein, parce que c'est quand même les boss des grandes dalles OLED. Ici on n'est pas sur une dalle OLED, on est sur du nano IPS, mais ce sera très bien, et en vrai, un moniteur avec une dalle OLED coûte encore et toujours très très cher malheureusement. Donc là on ne sera pas sur quelque chose de trop cher. Malheureusement on n'a pas de prix. Ah si, on a un prix. Oh, je crois qu'il n'y avait pas de prix. Ok, un prix en plus, donc encore mieux. 419 $, annoncé à 419 $, ce qui est un peu cher par rapport au marché. Après, LG a déjà une fanbase, donc il devrait trouver des clients, pas trop de problèmes là-dessus, et on est sur de la qualité LG. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, on sera sur un très bel écran. 419 $, c'est quand même un chouïa cher.
un chouïa. Avant de passer aux cartes graphiques, on va vite fait aborder le FSR d'AMD, le FSR qui est la solution concurrente du DLSS d'NVIDIA, mais qui ne repose pas exactement sur les mêmes points, vu que le DLSS de NVIDIA repose sur du matériel dédié, là où le FSR d'AMD ne repose pas sur du matériel dédié et est censé être compatible avec à peu près tout. Et aujourd'hui, c'est Dota 2, célèbre MOBA, qui a fait la renommée, le début de la renommée des MOBA, hein. Dota qui est un jeu tiré à la base d'un mode de Warcraft, attention, alors on monte dans le temps, qui du coup intègre cette technologie avec comme d'habitude hein, les différents pré-réglages qui vont de performance à ultra qualité si je ne me trompe pas. Donc plutôt cool, surtout qu'on nous annonce que c'est complètement compatible avec tout matériel compatible DirectX 11 et Vulkan. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça montre aussi que on va vite intégrer cette technologie un peu partout parce qu'on voit vraiment beaucoup d'intérêt et le fait que ce soit compatible avec normalement absolument tout et pas que le matériel AMD, et bah les développeurs voient avec grand intérêt cette solution qui peut permettre à n'importe qui a pas forcément la meilleure config du monde d'améliorer son expérience utilisateur. Du coup c'est cool, ça montre vraiment l'intérêt du milieu pour cette solution. Et en plus Dota, hein, c'est pas non plus un petit truc, on sait Dota c'est Valve, Valve qui a Steam aussi. Donc vous voyez, hein, c'est des gros groupes, gros noms. Le seul petit point noir, c'est que effectivement, le FSR, c'est quand même une solution un peu version low cost du DLSS, parce que pas de matériel dédié, donc voilà, on a plus de fluidité. En contrepartie, on perd un peu de qualité. C'est un vrai choix qu'on doit faire en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on recherche la fluidité à tout prix ou on préfère avoir une image la plus belle possible? Ce sera à vous de choisir. Et en plus, vous pouvez jouer entre les différents réglages qui, qui vont plus ou moins jouer sur la qualité et aussi la fluidité. Mais plutôt intéressant, et on a vu hein, que beaucoup de studios sont partenaires FSR, donc on attend dans les prochaines semaines, prochains mois, une multitude de jeux qui deviennent compatibles avec cette solution, d'autant plus que normalement cette solution est compatible avec tous les matériels, toutes les cartes graphiques, tant qu'on n'est pas sur quelque chose de trop ancien. Donc ça fait très envie et ça peut permettre à plein de gens d'avoir une meilleure expérience de jeu sur tout un tas de jeux. Encore une fois, il faudra choisir entre la qualité et la fluidité. C'est un peu la seule contrepartie de ce FSR, là où le DLSS a tellement de la magie assistée par intelligence artificielle que on gagne en fluidité sans vraiment perdre en qualité. Encore une fois, matériel dédié, donc petite triche et en plus assistance par l'intelligence artificielle, deuxième petite triche. Mais en tout cas, ça promet des beaux jours au FSR, d'autant plus que, en plus du PC, les nouvelles consoles qui sont équipées de matériel AMD vont aussi s'emparer de cette solution technologique pour améliorer l'expérience de jeu des utilisateurs des consoles nouvelle génération. Et ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par ça parce que forcément les consoles sont des best-sellers. Donc on a hâte que ça soit partout, qu'il y ait du FSR partout, à toutes les sauces, à tous les goûts, et que tout le monde puisse en profiter, peu importe votre matériel, même peut-être dans le futur sur des téléphones, des tablettes, tout ça, même des télés, on espère, on n'en est pas encore là. On passe aux cartes graphiques. Cartes graphiques, on va aller assez rapidement. D'abord, Gigabyte enregistre les premières AMD Radeon RX 6600 XT qui auraient 8 Go de mémoire dédiée avec plusieurs modèles, 6 modèles, donc des gaming OC, des gaming Pro, des gaming tout court, des Eagle OC, des Eagle tout court. Voilà, la classique des références Gigabyte. On attend encore et toujours ces
cartes graphiques dernière génération plus accessibles. À l'heure actuelle, du côté d'AMD, les cartes les plus accessibles sont des 6700 XT qui en ce moment coûtent à peine moins de 900 €, plutôt cher. Mais en vrai, pareil chez Nvidia, on attend encore et toujours les 3050 et 3050 Ti pour les ordinateurs de bureau. Ils ont sorti les versions mobiles, mais on attend avec impatience ces cartes qui sont censées permettre à tout le monde de bénéficier des dernières technologies sans forcément lâcher un SMIC. Donc, les 6600 XT, oui, on les attend et qu'elles débarquent vite, s'il vous plaît. Et Nvidia, pareil, j'attends les 3050 et 3050 Ti vite, s'il vous plaît, parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 2000 € pour acheter une carte graphique. Pour les mineurs de crypto-monnaie, voici les CMP50HX de chez MSI qui débarquent. On n'a pas de date, pas de prix, on a juste des performances, d'ailleurs un peu étonné. Elle s'appelle 50HX, donc je m'attends à ce qu'elles aient en termes de performance pour miner la crypto-monnaie 50 mégahash, voilà, secondes. En réalité, elles n'ont que 45, alors pourquoi pas les avoir appelées 45HX, je ne sais pas. En tout cas, elles sont attendues, ces cartes dédiées au mining. Vous voyez ici un design de type blower, donc avec un ventilateur traversant qui permet de refroidir l'entièreté de la carte. Le point spécifique de ces cartes, c'est qu'elles n'ont pas de connecteur vidéo, donc on ne peut pas s'en servir pour jouer à des jeux vidéo, c'est très compliqué. En théorie, peut-être qu'avec beaucoup de magouilles c'est possible, mais c'est pas du tout rentable et c'est très compliqué. Donc elles sont réservées bien sûr au mining, au minage de crypto-monnaies, d'Ethereum plutôt, bien sûr. Et elles devraient débarquer bientôt pour tous les gens qui continuent à miner de l'Ethereum. J'imagine que vous les attendez avec impatience. On attend aussi, bien sûr, les CMP 90HX qui devraient aussi arriver normalement, alors qu'on a déjà vu débarquer les premiers il y a quoi, il y a 30 et 40, un truc comme ça. On attend la suite. Cette version du coup repose sur la même architecture que les 2080 Ti, mais en version un peu plus bridée, un peu moins performante. Voilà. On ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas quand ça sera disponible, mais de toute façon, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment un marché de niche, même si on a vu que ce marché de niche pouvait venir piquer les cartes gaming. Ensuite, on a Nvidia qui annonce en grande pompe augmenter la production des 3060 LHR durant le mois de juillet. Les LHR sont les cartes bridées du coup pour miner de la crypto-monnaie. On lance les CMP qui sont dédiés à ça et d'un autre côté, les versions existantes deviennent toutes bridées pour miner de la crypto-monnaie. Sauf que c'est assez marrant, dans un premier temps, ils nous expliquent Nvidia qu'ils augmentent leur production, surtout pour les professionnels. Ok, en visant par exemple les cybercafés. Ok, et du coup nous particuliers, on va se faire voir, c'est ça? Peu déçu. Non, en vrai, ça devrait aussi nous permettre d'en trouver plus chez nous et de faire baisser les prix, même s'ils annoncent que c'est plus pour les professionnels. On attend encore et toujours la baisse des prix, surtout dans les gammes les plus accessibles. Cette news dit exactement la même chose et le seul truc que je voulais récupérer, c'est ça, petit graphique, enfin petit tableau qui nous donne le prix des cartes en Chine, cartes gaming, avec ici par exemple la 3080 Ti, entre le prix en mai et le prix aujourd'hui. Alors la 3080 Ti qui a baissé de 5%, ce qui est que dalle, mais en même temps la 3080 Ti est sortie bridée de base, c'est aussi ça qu'il explique, alors que vous voyez sur les cartes qui ne sont pas bridées, qui ne sont pas LHR, on a des baisses bien plus significatives. On a moins 24% sur les 3070 de chez MSI, moins 45% sur la 3060 de chez Asus et moins 33% sur une autre 3060 de chez Colorful. Donc, vous voyez, la Chine qui a viré tous ces mineurs connaît directement une baisse des prix des cartes graphiques gaming non bridées. Étrange, non? Hop, petit point stock, on a
Des cartes qui... alors je sais pas si... Je pense qu'elles ne sont plus disponibles, mais qui ont été disponibles. On va voir tout de suite. Plus beaucoup de temps, mais on va voir tout de suite. Non, elles sont plus disponibles. Qui ont été disponibles aujourd'hui, des 30-60 LHR bien sûr, disponibles à 610 € et 630 pour cette autre version de carte Gigabyte. Bien sûr, on est encore très loin du prix de sortie qui est de 335 € chez nous. On est encore quasiment x2, mais il y a un petit peu de mieux et déjà ça suffit pour nous faire un peu plaisir parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait que des hausses. Et là, c'est un petit peu mieux et c'est déjà le début du mieux. Ça devrait s'améliorer petit à petit. Autre petite carte en stock, et celle-là était encore en stock quand j'ai regardé, on va voir si elle est toujours, une 3070 de chez MSI. Ah, malheureusement, elle ne l'est plus. Malheureusement. Donc c'était chez... voilà, j'ai déjà oublié, je viens d'ouvrir la page. C'était chez Rue du Commerce. Elle était disponible à 900 €. Cette 3070 de chez MSI. Encore une fois, on est loin du prix de sortie. Mais, c'est mieux que ce qu'on a vu ces derniers temps où on a vu que des 3070 à plus de 1000 €. Là, elle était à 900. C'est un peu mieux. Petit point sur les baisses de prix. Effectivement, on a pas mal de baisses de prix sur les RTX 3000, mais pas sur les gammes les plus abordables. Donc les 3060, c'est mort, toujours aussi cher. Les 3060 Ti aussi, pas de changement, pas de baisse. Par contre, les 3070, voilà, on passe de 799 pour les moins chers à 699, donc 100 € de moins. 3070 Ti aussi, on a une petite baisse de 979 à 829, plutôt intéressant. Et les 3080 qui passent à 939 €, ils étaient à 979, des prix qui dégringolent petit à petit. Est-ce qu'on a des 3080 Ti Ah oui, une vraie baisse sur les 3080 Ti, on passe de 1789 à 1529. Les 3090 ont perdu quand même 20 €, alors qu'elles ne devraient pas bouger du tout en vrai. Les 3090 qui vont encore et toujours rester très chers là-dessus. Il y a peu de chances qu'on ait une dégringolade des prix des 3090. En plus, étant les seules cartes qui ne seront jamais LHR, c'est peu probable qu'on ait vraiment une grosse baisse des prix. Mais on attend surtout la baisse sur les 3060 et 3060 Ti, ainsi que la sortie des 3050 et 3050 Ti. Ce soir, nos stocks, et on commence toujours avec les moins chers qui sont malheureusement toujours des 6700 XT à pas loin de 900 €. Ici, on est à 870 pour la moins chère et ensuite 920, 930, 970. On est toujours sur des 6700 XT, 1050 pour une des plus chères 6700 XT, la ASRock, qui reste encore et toujours la plus chère. Il n'y a pas si longtemps, elle était à 1250. Donc elle a quand même perdu, elle a quand même baissé en prix, mais on reste sur des prix plutôt très élevés. Ensuite, la moins chère des 3080, c'est la Asus Gundam à seulement 1600 €. Non, c'est un peu cher quand même, mais c'est la seule qui est disponible à l'heure actuelle et la moins chère. Ensuite, on passe sur des 3080 Ti, la KFA2 qui est toujours et encore la moins chère à 1680. Pas beaucoup de différence entre la 3080 Asus Gundam et la 3080 Ti KFA2. Et après, on a toujours plus, toujours plus cher. On a la moins chère des 6900 XT, la Saphir Nitro Plus, encore et toujours à 1770 €. Et après, vous pouvez payer toujours plus cher. Toujours plus cher. La moins chère des 3090, 2280. Très cher, très cher, très cher. Et la plus chère des cartes graphiques, on est sur la 3090 Asus Gundam à 2900 €. Si vous préférez les cartes AMD, vous avez la Saphir Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme Edition à 2550 qui est là depuis un sacré bout de temps. Si vous voulez pas la Extreme Edition, vous avez la pas Extreme Edition à 2480. Voilà, pas beaucoup de changements dans les stocks et les prix, des petites baisses, mais tout doux. Tout doux, il va falloir bien surveiller pour se rendre compte des baisses. Mais on espère qu'un jour elles redeviendront à des prix corrects, j'espère en tout cas fortement. Voilà qui conclut notre point Actu Hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, je vous invite
grandement à me faire des retours, c'est ce qui m'aide le plus à progresser. Et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Et oui, très important, le dernier point actu hardware de la semaine, sachant qu'en plus, je ne sais pas encore quel sera mon programme pour l'été, si je maintiens ou pas le point actu hardware, peut-être pas, en tout cas peut-être pas dans cette édition quotidienne, on verra ça. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours comme d'hab, et merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là, et à demain.